Avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse aujourd'hui, la suite du bras de fer entre les instances du foot espagnol et la majorité des joueuses de l'équipe nationale appelées en sélection malgré leur grève. Après la présentation hier de la liste de la nouvelle sélectionneuse, Montse Tomé, les protestataires répètent qu'elles ne veulent pas être convoquées au sein de l'équipe nationale. La blessure s'agrandit et le quotidien sportif espagnol Marca souligne que les grévistes martèlent qu'elles ne reviendront pas sur leur décision tant qu'elles n'auront pas obtenu la refonte totale des instances du foot espagnol après le baiser forcé de l'ex-président de la fédération, Luis Rubiales, qui l'avait imposé à la numéro 10, Jenny Hermoso. Écartée de cette liste au motif qu'elle serait ainsi protégée en n'étant pas convoquée, la joueuse, qui est victorieuse de la Coupe du Monde, exprime sa colère, toujours dans Marca. On veut me protéger de qui? De quoi? Jenny Hermoso accuse les instances du foot de se livrer en réalité à une stratégie de division et de manipulation pour intimider et menacer les joueuses. Ambiance dans le foot espagnol. Autre grève aux États-Unis où le principal syndicat des salariés de l'automobile déclenche depuis plusieurs jours des débrayages simultanés dans des grands noms de l'industrie auto américaine. Ford, General Motors et Stellantis, c'est une première. Et d'après le Wall Street Journal, les tensions restent vives après 4 jours de grève et elles pourraient même s'étendre, ces grèves, dans les heures ou les jours à venir. Le quotidien Pauline relaie les inquiétudes des syndicats face au développement des véhicules électriques qu'ils perçoivent comme une menace pour l'emploi et il souligne l'importance politique croissante de ces grèves, dont témoigne le projet de l'ex-président Donald Trump de se rendre à Détroit, qui est la Mecque de l'automobile américaine, pour y prononcer un discours devant des syndicalistes et capter ainsi la base des travailleurs syndiqués. La stratégie de Trump, de nouveaux candidats, on le sait, à la présidentielle, provoque pas mal de nervosité chez les démocrates, en particulier chez les élus de l'État du Michigan, où se trouve Détroit. Le Washington Post fait état de leur pression croissante sur le président Biden pour faire ce qu'aucun de ses prédécesseurs ne semble avoir fait au cours de leur mandat, retrouver des grévistes sur des piquets de grève. D'après Radio-Canada, la grève des salariés de Ford aux États-Unis pourrait s'étendre de l'autre côté de la frontière au Canada. Ainsi, aucun accord n'est trouvé entre les salariés et la direction au cours de la nuit. Le Canada, on en parlait dans le journal, qui accuse l'Inde d'avoir fait assassiner il y a quelques mois un séparatiste sikh sur le sol canadien et qui dit donc avoir expulsé un haut diplomate indien en représailles. Voilà, le Canada contraint une fois de plus d'affronter l'ère de l'intimidation étrangère, je cite, indignation, on l'entend, et colère ce matin du Globe and Mail, qui compare le choc déclenché par cette affaire à celui qui avait provoqué l'arrestation il y a 5 ans par la Chine de 2 Canadiens. En riposte, on s'en souvient, à l'arrestation d'une dirigeante de l'entreprise chinoise Huawei. Un choc d'autant plus grand cette fois qu'il aurait été déclenché par un pays, je cite toujours, soi-disant ami du Canada, l'Inde. Pour la National Post, les soupçons du Canada ne seraient en réalité que le dernier problème en date à détériorer les relations entre le Canada et l'Inde, déjà dégradées, selon le quotidien, par les accusations récurrentes de l'Inde, vous l'avez évoqué, selon lesquelles le Canada aurait toléré sur son propre sol le développement d'un nationalisme sikh violent autour du Khalistan, qui est le nom de l'État revendiqué par les indépendantistes sikhs dans l'État indien du Pendjab. Toujours à la rubrique brouille diplomatique, Hélène, la colère de Pékin après que la ministre allemande des Affaires étrangères a qualifié la semaine dernière le président Xi Jinping de dictateur. Si la Chine fait évidemment part de son fort mécontentement, je cite ses propos, laisse aussi assez dubitatif le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bien sûr que Xi Jinping est un dictateur, Annalena Baerbock n'a dit que la vérité, mais la question c'est de savoir si ce type de critique publique est judicieux. Le journal compare cette sortie à celle de Joe Biden qui avait répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il pensait que Vladimir Poutine était un tueur.
On ne peut pas imaginer que les relations germano-chinoises soient sérieusement endommagées par ces déclarations peu diplomatiques de la plus haute diplomate allemande, écrit le journal. Mais dans le cas de régimes comme la Chine, il vaut mieux formuler ces critiques, des critiques aussi précises que possible, afin d'obliger ces régimes à prendre position et à s'en mêler, je cite toujours, dans leurs propres mensonges. On ne se quitte pas là-dessus. À propos de mensonges et de tromperies, Pauline, Le Parisien, aujourd'hui en France, raconte l'histoire, ma foi, pas banale d'un artiste suédois qui a été condamné hier pour un délit assez étonnant. Cet artiste, figurez-vous, devait être exposé dans un musée l'équivalent de 70 000 € en billets de banque collés sur une toile. Mais il a finalement décidé de garder les sous et il a présenté des cadres vides. À l'ouverture des caisses, les employés ont découvert des cadres vides donc et des œuvres rebaptisées « Prends l'argent et tire-toi ». À la rubrique artistes toujours, mais le vrai, pas les artistes de pacotille. Un coup d'œil à Libération ce matin. À l'occasion de l'ouverture à Paris de la maison de son père, Serge Gainsbourg, l'actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg se livre dans Libération. L'occasion pour moi de vous inviter à réécouter les immenses chansons de l'immense Serge Gainsbourg. Et oui, qui a disparu il y a 30 ans. Merci Hélène.